Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring, parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes en featuring avec l'homme que l'on nomme Medine. Comment vas-tu, Medine? Très bien, très bien. Très content de te recevoir ici. Merci. On va discuter ton parcours, ta carrière et tout. Mais on commence toujours par le commencement. Et ici, le commencement, c'est ta rencontre avec le hip-hop. Tu peux me raconter ça? J'arrive au hip-hop pas par un artiste hip-hop. Par un artiste de reggae qui s'appelle Tonton David. Oui. Tonton David, voilà. Qu'il repose en paix. Voilà. Et je suis en colonie de vacances, maison de quartier, un truc d'un week-end. Et je découvre l'album... comment il s'appelait cet album? Le Blues des Racailles. Exactement. Voilà. Classique. Je découvre ça et je me le prends de plein fouet. Et pour moi, c'est du Peura à l'époque, en fait. Ouais. Je me raccorde à la tradition du Peura à travers cet album-là. Ok. Et je découvre que plus tard qu'il s'agissait pas de Peura, en fait. Ouais. Voilà, donc c'est ma porte d'entrée. Après, derrière, j'ai bien sûr acheté un CD de titres de MC Solar, comme beaucoup de personnes. C'était Obsolète et Nouveau Western, je crois. Ok. Et puis, j'avais des zincs qui habitaient à Argenteuil et qui me font découvrir NTM. Ok. Je crois que c'était l'album J'appuie sur la gâchette. Ok. Voilà, c'est comme ça que j'arrive dans le Peura. Très bien. Toi, tu viens du Havre. Exactement. Ok. Alors moi, en banlieusard, mais banlieusard de Paris, avec tout ce qui nous caractérise, donc ce truc des fois un peu autant on se dit, ça n'existe que chez nous, ça n'existe pas chez les autres. Tu peux me dire, toi, quand tu rentres dans le rap, comment c'est au Havre? Vous êtes une communauté à écouter du rap? Beaucoup, pas beaucoup? Comment ça se passe au moment où toi, tu rentres dedans? Au moment où je rentre dans le Peura, c'est beaucoup les anciens du quartier qui sont dans la funk un peu. Ouais. Et qui se mettent à faire un peu les puristes, d'avoir un peu de Peura. Et donc, ils disent, écoute ça c'est de la vraie musique. Tu vois, donc c'est plus les anciens du quartier. Ok. Beaucoup Rebeu, Renoir, tu vois, qui font les puristes. Ok. Donc, c'est comme ça que ça arrive vers chez nous. Et puis après, t'as toute ma génération à moi, où on s'approprie le truc et on l'incarne vraiment. Eux, c'était plus par procuration, ils étaient pas hip-hop en fait. Ouais. C'était des mecs de la funk qui écoutaient du Peura et qui sont arrivés dans... Ils étaient pas sapés en baggy, c'était pas des... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était des Kaira encore de l'époque de la funk. Je vois. Et qui nous ont transmis le truc. Et nous, en fait, on a fini par mettre le déguisement des rappeurs. Voilà. Le déguisement de la culture hip-hop où on regardait comment les mecs se sapaient. Ouais. Mais la génération d'avant, non. C'était des mecs de la funk qui écoutaient du Peura. Je vois très bien. Du coup, en termes de rappeurs, il y en avait avant toi, avant ta génération de rappeurs? Des rappeurs plus âgés que vous? Ouais. L'un des premiers groupes, d'ailleurs, ça a été central. Moi, ça m'a déclenché l'envie de rapper. C'était un groupe qui s'appelait New Star Posse. C'était dans le quartier du Bois de Bléville au Havre. Et je les vois à une fête de quartier sur scène. C'était 5 Renois, très charismatiques. Et ça m'a tout de suite donné envie de faire du Peura. Donc c'était la génération d'avant et c'était très boom bap, comme on peut le connaître début 90. Normal. Et puis, il y avait un autre groupe qui s'appelait Couscous Clan. Ok. Désolé pour le blast un peu communautariste. On prend, c'est pas grave. Et parmi un des membres de Couscous Clan, il y avait mon producteur historique qui s'appelle Alassane Konaté, Salsa. Et donc nous, on voulait faire comme eux, en fait. On rappait en voulant faire comme eux. Désolé, Alassane Konaté? Ouais. Noir? Ouais. Dans le Couscous Clan. Danseur dans le Couscous Clan. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce mélange, c'est ça qu'il faut.
je crois qu'il n'y avait pas de rebeu dans Couscous Clan. C'est pas vrai. Je crois. C'est encore plus incroyable. Je te jure. Ok. Je viens de m'en rappeler. Mais attends, j'essaie de réfléchir. Non, je crois qu'il n'y avait aucun rebeu. Incroyable. Et il y avait un autre groupe, justement, full rebeu, qui s'appelait H24, donc rien à voir. Ouais. Et eux, c'était les La Rumeur du Havre. Tu vois, c'était le rap politique, engagé, ça disait des trucs sérieux. Donc moi, j'avais cette tradition de un peu festif d'un côté, de par l'héritage de certains groupes, et très engagé de par l'héritage d'autres groupes. Ok. Voilà, donc j'ai été irradié par tout ça. Très bien. Tu te rappelles de la période où tu te dis, bon, ça y est, j'ai écrit mon premier texte, je rappe? Je commence le rap, je crois, sur un gros mensonge. Comme beaucoup de gens qui viennent ici. Ouais, mais genre sur un mensonge de... Je vois des mecs de mon quartier qui disent qu'ils rappent, et effectivement, ils rappent, et j'ai pas envie d'être isolé du groupe. Ok. Je dis, moi aussi, je rappe. Alors que t'avais pas un texte. J'avais rien, j'avais pas le flow, j'avais rien. Okay. Mais je voulais appartenir à ce groupe. Voilà. Ce groupe était intéressant. Ce groupe était plus âgé que moi. Et je voulais une tape dans le dos de la part de ce groupe, en fait. Ok. Et comment s'appelait ce groupe? Je me souviens plus. Ok. Et j'ai envie d'en être. Du coup, je dis que je rappe, mais je rappe pas. Et donc, à un moment donné, je vais être démasqué. Donc, il va falloir que j'écrive quelque chose. Voilà. Et je me mets à écrire quelque chose qui a aucun sens. Je sais que ça n'a aucun sens. C'est juste un puzzle de mots. Et j'essaie de prendre les mots les plus compliqués pour faire zama. Je les connais, mais je les connais pas. Mais ça peut impressionner les grands. C'est ça. Et ça n'a aucun sens. Et je me retrouve dans une maison de quartier. On appelait ça les SAM au Havre, les Clecks même précisément. Il y a un peu de matos et je suis avec ces gars-là et bah vas-y, c'est ton tour maintenant. Et je me mets à kicker, mais c'est pas bien. C'est mauvais. Et personne ose me le dire. Mais moi, j'ai l'impression que je passe les radars en fait. Ok. Je passe les radars, je vois que c'est pas bien, mais c'est suffisant pour dire que... On t'a pas dit t'es tout pourri, dégage. On t'a pas dit ça. On m'a pas exclu du bail, tu vois, et je vois qu'on commence à se lier d'amitié et qu'on peut aller un peu plus loin dans les trucs. On commence à se voir en dehors des moments de répétition comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était appartenir au groupe. C'est ça. Je voulais pas forcément être rappeur. Ouais. Ça commence comme ça. Ok, c'est fou. Qu'est-ce qui te donne l'envie de continuer, du coup? Parce que ça y est, vous commencez à vous voir en dehors des répétitions, donc ça y est, t'es dans le groupe. Je suis dans le groupe officiellement et il y a un gars qui s'appelle Proof. C'est le mec qui achète tous les albums de Peura qui sort à ce moment-là. Rap français, rap US. Et c'est un mec qui vient du rock. C'est mon beatmaker historique officiel. Il a composé 80% de mes prods. Et c'est un mec qui vient du rock à la base. Et par analyse avec du recul, j'ai l'impression qu'il avait quelque chose à prouver. Et je sais qu'au final, sociologiquement, il sera d'accord avec moi. Quel jeu de mots? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose à prouver. Quelque chose à prouver. Ouais. Tu fais même pas exprès, ça sort comme ça. C'est instinctif. Et voilà. Et le gars, il a un truc à prouver et il se met à acheter tous les albums, etc. Et il nous fait découvrir. Et c'est un peu le digger, le précurseur de toute la team et qui dit, écoute cet album-là, regarde ce flow-là, fais ce truc-là. Et en fait, on découvre la culture Peura à grande échelle, internationale, à travers ce mec-là. Donc c'est lui qui nous a un peu initiés. Donc à ce moment-là, tu te mets à écrire. T'es toujours avec ce même groupe. Je pompe des flows US, j'essaie de reproduire. C'est la Clica conçue pour durer à l'époque. Et moi, je veux ressembler à Roca. Moi, mon target dans ma vie, je veux devenir Roca. Je suis un latino-américain pour moi. Un franco-hispanique. Voilà. Un colombien. Et même, je prends les flows, tu vois. Je mettais des intonations à la fin des mots, tu vois. Nanana, yeah, nanana, la caille, tu vois. Je mettais des trucs comme ça. Roca, quoi. Voilà. Très bien. Et comment tu deviens, entre guillemets, j'allais dire professionnel, mais c'est pas le mot, mais comment tu te retrouves à enregistrer en studio tes premiers morceaux? Parce que là, tu me parles des répétitions, ça freestyle comme ça, mais des morceaux carrés, comment tu te retrouves à faire ça? Qu'est-ce qui t'emmène jusque-là? En parallèle de tous les groupes dont on a parlé, qui existent déjà au Havre,
il y a un collectif d'un autre quartier qui était beaucoup plus structuré que nous, qui s'appelait CIO POS. C'était un POSI. Et ils étaient plus âgés que nous, plus organisés que nous, et eux décident de faire une compilation de tous les quartiers du Havre. Et donc, ils nous convoquent, venez les gars, on fait ça. Et nous, ça nous parle parce qu'on n'a jamais eu d'expérience studio. On y va, c'était un morceau par groupe. Et le but, c'était de faire du one-shot. T'arrives en studio, attention, on paye la séance, il faut que tu fasses du one-shot. C'est une demi-journée par groupe. Donc, c'est ma première expérience studio. J'avais un groupe à l'époque qui s'appelait Coup de pression. Et donc, on fait 2 titres. Un qui s'appelle Un véritable hip-hop. Bouffe ta pop comme des pop-corn. Crache dans ton yop, mais jamais sur le hip-hop, mec. C'était ça le hook, c'était ça. Et le deuxième titre, je m'en souviens plus. Voilà, bref, je me retrouve en studio. Vous enregistrez ça. Et au final, on sort une cassette. Ok. Et pour moi, c'est la consécration de sortir mon premier bail, c'était en 97. Ok, t'as quel âge à peu près? J'ai 39. À l'époque, j'ai 13-14 ans. C'est ça, t'es très jeune. Ouais. Quand tu sors ton premier truc, en vérité, t'es très jeune. Ouais, je suis très jeune. Ok, voix aiguë, tout ça ou? Non, au contraire. Ok. Ça y est, t'as mué. Et en plus, c'était Roca. Roca, mais même, il y avait une autre influence qui arrivait à ce moment-là, c'était Ménage à 3. Ouais, ok. 3 coups. Ok, ouais. Monsieur R et Lioness. Ouais. Du coup, comme on n'a pas de personnalité quand on est enfant, parce que je suis même pas adolescent, je rappais parfois comme Roca et parfois je prenais le flow de Lioness. Ok. En mode... tu vois, et donc je rappe comme ça. Un véritable hip-hop est une véritable bombe. Ok. Tous mes premiers morceaux, je les ai enregistrés comme ça. Grosse voix. Voilà, sauf que j'ai 13 ans. Incroyable, magnifique. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment t'avances là-dedans? Il y a une vraie scission dans les équipes, de l'équipe qui était très organisée et de la nôtre. Et on décide de devenir indépendant. Tu sais, c'est bizarre de dire ça parce qu'on était tous des indés et c'était associatif ce qu'on faisait en fait. Ok. Et on décide de devenir indépendant et de représenter plus notre secteur, nos quartiers qui s'appelait le Mont-Gaillard. Et on décide de faire une compilation. Un peu, tu sais... en réponse. En adversité, quoi. Tu sais. Eux, ils l'ont fait, nous aussi, on peut le faire. Voilà. Ok. Et on fait un truc... on sort une première compilation du collectif La Boussole. Voilà, c'est à ce moment-là, donc, arrive ce nom, La Boussole. Notre premier CD, c'est ça. Donc, c'est un collectif assez chauvin qui vient d'un seul quartier. Ok. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est un CD, cette fois-ci? C'est un CD. Voilà. Et vous le placez dans des magasins, Fnac, tout ça, ou c'est du main à main? Comment vous organisez? Alors, nous, on devient, en fait, des chevilles ouvrières très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a ce fameux Alassane Konaté, qui est le grand frère du quartier, qui est ultra déterminé, qui fait un prêt personnel pour investir dans la production des scuds. Et on va les placer en dépôt-vente un peu partout. On commence à ressembler à un espèce de mini-label. Ok. Je te coupe, je vais faire mon parisien de base. Au Havre, à ce moment-là, vous avez différents spots, différents magasins où vous pouvez même vos CD. Il y a quelques magasins. Okay. C'est pas genre 200 points de vente. Ok. Il doit y avoir 5-6 magasins. C'est beaucoup, c'est bien. Mais après, on va jusqu'à Rouen. C'est ça que je voulais savoir. On va un peu dans les villes d'agglomération. Okay. Et voir même quelques points de vente à Paris. C'est ça que j'avais demandé. Parce qu'on est des forceurs. Et que finalement, vous n'êtes pas si loin que ça de Paris. Non, c'est à 2 heures de route. Voilà. Donc on prend les véhicules, on tente de les placer dans des points de vente. Et puis, j'ai l'impression qu'on commence à avoir une espèce de petite économie qui se met en place. Et il y a toujours les cerveaux de l'équipe qui disent « Mais il faut développer ça, il faut aller plus loin. Allez, vas-y, on va arrêter ton taf. Moi, je vais demander une mise à disposition par la mairie dans mon association. » On trouve des modèles qui nous permettent de travailler dans notre passion, en fait. Ouais. Moi, je suis encore à l'école. Attention, je suis encore enfant à ce moment-là. Je suis adolescent. Ouais. On rentre dans le circuit Printemps de Bourges, on fait des petites scènes à droite, à gauche, et on remporte un prix, on touche une subvention là, tu vois. Cool. Donc, de fil en aiguille, ça devient très associatif, mais de plus en plus organisé. Ouais.
Et c'est ce qui nous a caractérisé pendant longtemps, d'avoir eu un côté très carré avant même d'avoir une signature artistique affirmée. Moi, tu me dis ça, la première fois que j'entends parler de vous, c'est des pages de publicité dans des magazines, je vois, qui sont prises, je regarde, et qui sont régulièrement prises en plus. Et je me dis, qui sont ces gens qui ont assez d'argent pour prendre de la publicité chaque mois dans les magazines? Ça coûtait cher. Ça coûtait super cher. Grave. Et je regarde, je cherche une major, le nom d'une major autour, et je vois pas. Après, vous arrivez à avoir une interview à droite à gauche et tout, et je me rends compte, c'est des mecs qui viennent du Havre. Je suis choqué, en bon parisien. Je me dis, ok. Je regardais beaucoup les magazines américains de Source, XXL et tout ça, et il y a No Limit, le label du fameux Master P, qui faisait ça, lui prenait des pages de pub à l'année. Mais le disque, il sortait pas. C'est ce qu'on faisait aussi. Je voyais que des pages de pub, et au bout d'un an, tu dis, mais c'est qui ce mec-là? Et l'année d'après, le disque, il sortait. Et le mec, il avait intéressé les gens. Et je vous voyais comme ça, en fait. On créait du trafic autour de nous, sans utiliser l'argent du trafic. Il n'y avait pas de financement occulte, en fait. C'était des cautions personnelles de personnes qui faisaient des prêts, qui se saignaient. Mon pote, je crois que mon pote Salsa, il doit encore avoir des crédits sur le dos de cette époque-là. Ah ouais. Il y avait on prenait, tu sais, des échéanciers avec les magazines. On s'engageait, on disait voilà, vas-y, on va vous prendre à l'année des trucs. Échelonne-nous le bail pour qu'on puisse rentrer dans nos trésoreries. On prenait des vrais risques comme ça. C'est clair. Mais ça veut dire que vous croyez en vous. Mais on croyait totalement en nous. C'est fort. Enfin, moi, personnellement, c'était pas mon argent. J'étais pas solvable. J'avais pas la possibilité de faire des creds moi-même. Voilà. Donc, du coup, c'était l'argent des grands frères qui, eux, croyaient en eux et croyaient aussi en nous. C'est fort. Et ça nous a donné une confiance en nous pendant longtemps. C'est ce qui m'a permis, moi, de durer aussi dans ce métier. Bien sûr. Parce que tu as un cadre bienveillant qui t'accompagne, qui te manage, qui te mentalise et qui surtout prend des risques réels sur toi. C'est ça. C'est les mêmes avec qui je bosse encore aujourd'hui. C'est fort. Et la boussole, c'était qui? C'était quoi? Alors, parce qu'à un moment, j'entends Médine de la boussole. Tu peux expliquer aujourd'hui à tout le monde ce que c'était la boussole et qui c'était? La boussole, c'était un collectif d'un quartier du Havre qui s'appelle le Mont-Gaillard. Il devait y avoir 4-5 groupes. Il y avait Boucher Double, Coup de Pression. Beaucoup vu ça sur les pages de pub. Riposte Rime, Nécessité. Aussi, voilà. Il y avait Enars qui était un peu détaché du Havre. C'était le seul gars qui n'était pas originaire de notre quartier, mais on partageait la même philosophie avec lui. Lui, il venait du 78, il venait des Mureaux. Exactement. Et voilà, c'était à peu près ça. On faisait beaucoup de scènes. On bouffait de la première partie à toute patate. Dans toute notre région. On montait sur tout. On allait sur tous les festivals. On faisait de la street promo, du street marketing nous-mêmes. On avait un kangou, on avait fait un espèce de covering car, tu vois. Vous aviez tellement une démarche américaine déjà à ce moment-là. On était grave carré tout en habitant en Normandie. C'est fou, vraiment. Et dans toutes les premières parties que vous avez faites dans votre région, t'as un souvenir d'une première partie un peu folle? Parce que les premières parties, c'est pas si évident que ça. Des fois, tu joues, il y a personne dans la salle, les gens ne sont pas encore arrivés, mais tu dois jouer quand même, ou ils doivent pas montrer la scénographie de l'artiste phare, donc tu joues dans un petit coin et tout. T'as un souvenir d'un? J'en ai deux. J'en ai un, c'était à Gonfreville-Lorcher. C'était le premier concert de cette fameuse cassette qu'on avait sortie en 97-98. Et il y avait Expression Directe. Et on les avait fait venir et c'était incroyable pour nous. C'était Woodstock pour nous. C'était tous les quartiers du Havre qui venaient assister au concert. On avait ramené une grosse tête d'affiche. Il y avait eu même des débordements dans le bus. Après, ils avaient pris, tu sais, les brise-vitres. Ils avaient pété les vitres du bus. Ça nous avait fait de la mauvaise presse. Donc ça, c'est le premier souvenir. Et le deuxième souvenir, c'est quand on faisait des premières parties, on se mentalisait en mode on va faire des jeux de scène militarisés. On va mettre des costumes et on va tuer la tête d'affiche. C'était notre but. Notre but, c'était que la première partie soit plus forte que le main event. Bien sûr. C'est le game, c'est ça? Et ça se passait souvent comme ça. Sans mentir. Même si le public était acquis à la cause
Voilà. Ils connaissent les morceaux, ils sont venus les voir. Mais aussi. nous, on frappait les gens. C'est ça, ok. On était déguisés en Touareg. Ok. On arrivait avec des turbans entièrement, etc. Il y avait une mise en scène, il y avait des jeux de scène. C'était on était de l'école, en fait, de Baldonnègue. Ouais. De l'école de Baldonnègue, de l'école Sayen Soupacrou. Ouais. De ces écoles-là où scéniquement... Il y avait quelque chose, c'était énorme. Et ouais, c'est des souvenirs que j'ai, surtout quand on allait en première partie, on se mentalisait au maximum. Ok, très bien. Là, du coup, vous avez ce collectif, La Boussole, et vous prenez de la pub, vous sortez des choses. C'est quoi la suite? Déjà, quand je dis c'est quoi la suite, qu'est-ce que vous vouliez, vous, à ce moment-là? On veut faire tomber Paris. On veut aller sur la capitale. C'est ça. On veut que la capitale nous reconnaisse. Okay. Du coup, on sort un deuxième album de La Boussole avec plein de featuring. Ok. Olkinry, This is La Peste, Soprano, c'est Marseille. Donc, on voulait aller plus loin que la capitale, en fait. Marseille, c'était déjà une grosse ville du rap français. Voilà. Okay. Je me souviens plus de tous les featuring, mais voilà, c'était ça. C'était compliqué d'avoir tous ces noms-là? C'était compliqué, mais on les a eus. Parce qu'on est des gros forceurs de malades. Okay. Je suis allé le harceler à la sortie de Fnac. Je le croisais en concert, j'allais dans sa loge, je m'asseyais à côté de lui. Je parlais longtemps pour qu'il se rappelle de Wham. Ok. Et d'ici, il est très gentil, en fait. Du coup, lui, il s'est senti un peu obligé de le faire pour rendre service, etc. Tu vois. Mais Olkinry, à l'époque, il était venu, il nous a fait un truc d'enfoiré, Olkinry. C'est qu'il il était en studio avec nous au Havre, il écrivait, et en fait, on s'est rendu compte après qu'il avait repris un texte qu'il avait déjà sorti. C'était un patchwork de couplets qu'il avait déjà sorti. Ok. Le morceau sonnait quand même, c'était lourd quand même. Mais en gros, on disait, mais il y a eu une mise en scène quand même de vouloir nous montrer qu'il écrivait en studio. Je lui ai jamais dit à Olkinry. Si tu nous entends dire. J'y ai jamais dit, mais voilà. Je pense que ça va le faire sourire. Peut-être qu'il s'en rappellera pas, mais ça va le faire sourire, cette anecdote. C'est clair. Ok. Du coup, vous sortez ce projet. Il y a les featuring des Parisiens, des Marseillais, tout ça. Vous sentez que vous passez un step? Ouais, on commence à être respecté parce qu'on soulève du gros featuring et déjà, au moins dans notre région, c'est vous devenez des Parisiens. C'est ça. En fait, il y a un délire on est des gros poissons dans une petite mare. Ouais. Et quand on va à Paris, on est des petits poissons dans une grosse mare. C'est ça. C'est un peu ça l'idée, mais ça nous va en fait. Okay. Dans la perception des gens, ça nous va. Donc là, on est en 2002. Ouais, on est en 2002. Ok. Moi, personnellement, je commence à questionner le sens de mon action artistique. Ça ramène pas trop de bif. L'économie, elle est pas terrible. Je suis encore à l'école. Je passe le bac. Mes parents, ils mettent une pression. Tu fais quoi? Ok. Le rap, c'est quand ça s'arrête? J'ai une pression. J'ai envie de me marier vite. Je suis avec une meuf depuis le lycée qui est la même jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai envie de me marier très vite. Donc, je rentre dans un truc où je fais un petit pas de côté. Et je laisse les autres passer devant moi, en fait. Il y a Bouche et Double, à ce moment-là, qui, eux, prennent le truc inverse. Ils sortent v'là des EP. Ça balance du EP. Et c'est les stars de notre team. Et c'est les stars de notre ville aussi. Parce que, très talentueux. C'est Tiers-Monde et Brave. Très talentueux. Ils se complètent bien. Les flows sont gainés. Et moi, je sens que j'ai pas de particularisme vis-à-vis d'eux, en fait. Je me mets sur le tech, je laisse passer. Je travaille au label à ce moment-là. On se structure entre-temps. C'est ça que j'allais te demander. On se structure. Donc c'est Dean Records déjà à ce moment-là? C'est déjà Dean Records. C'est Dean Records. C'est fondé officieusement en 2000. Ça devient une vraie structure juridique en 2002. Et donc je travaille au label. Quand tu dis tu travailles dans le label, tu fais quoi? Je suis à la vente par correspondance. Au merch. C'est-à-dire que on développe un peu de SAP sur le côté, le logo de notre quartier, un peu de merch qui correspond à la sortie de la... Des vrais Américains, les mecs. US, Rocus. On était en Rocus, on était totalement comme ça.
Et d'ailleurs, en 2000, je sais plus combien, 2002 ou 2003, on va tous à New York en mode dans les studios, dans les bureaux de Rocus. Nous, c'est notre target. Ok. Nous, on veut être ça. Ok. Et on y arrive avec les moyens du bord. Ouais. On y arrive, on crée notre truc, tac, j'envoie des courriers, je suis à la com aussi. Ok. J'envoie les vinyles dans les radios, dans les comment on appelait ça, les blacklists, les radios blacklists. Les radios blacklists. Je fais ça, je fais moi-même les courriers, c'est mon taf, ça devient mon taf. Mais ça veut dire que t'as vraiment pris du recul sur le micro à ce moment-là. T'enregistres plus. Si, je suis toujours dans les albums de La Boussole, dans les Pussycut. Ouais. Je fais encore des morceaux perso. Ok. Mais j'ai pas de projet de faire un projet solo. Ok. J'ai pas ce projet-là. Jusqu'à ce que mon pote Alassane Konaté vienne et me dise, mais hey, c'est bientôt ton tour, toi. Et moi, je dis, ouais, mais encore une fois, tu sais, pour appartenir au groupe, là. Ok. Ouais, c'est bientôt mon tour. Okay. Je veux bien. Je vois. Mais sans vraiment savoir ce que j'ai envie de faire. Et il me dit, par contre, va falloir trouver ton bail, hein, ta direction et tout. Il faut que tu te démarques et tout. Donc, il me coach comme ça. Et moi, je mentalise le truc, tac. À cette époque-là, je rappe comme Ali de Lunatic. Ok. Bah, t'as eu plein de périodes. J'ai eu plein complètement différentes, en plus. Un mélange entre AKH et Ali de Lunatic. Ok. En plus, dans ma vie perso, je commence à me conscientiser. Je suis plus sensible, en fait, au climat géopolitique. Ok. Je suis plus sensible à ça. Je suis plus assidu dans ma spiritualité. Je traîne plus à la mosquée. Du coup, je me remets en question sur la perception que le monde a de la communauté musulmane. On est dans la période post-11 septembre. Ouais. Donc, ça génère, en fait, tout un tas de sujets qui me renvoient à mes identités, qui me renvoient à... Et du coup, en fait, tout ça, au moment où je doute artistiquement, bah, y a comme une évidence. Ok. Je change de blase déjà. Je m'appelais Global jusqu'ici. Ok. C'était mon blase de rappeur. Ok. Global. Et je me dis, mais c'est pas moi Global. C'est quelqu'un d'autre. Ok. Moi, je m'appelle Medine. Ton vrai prénom. C'est mon vrai prénom. Et dit, je vais rapper sous le nom de Medine maintenant. Et je me mets à commencer à écrire des textes sous le nom de Medine. Ça change tout de suite le bail. Je vois. Je deviens quelqu'un d'autre, beaucoup plus sérieux. Parfois même trop sérieux, qui se prend au sérieux. Ok. Mais mon équipe a l'air de me dire, mais ça te ressemble. Creuse plus loin le bail. Donc je continue dans ce truc-là, jusqu'à ce que vienne mon fameux tour. Ouais. On sort un album cette année de toi, commence à maqueter. Ok. Et je me mets à écrire des trucs plus perso, plus deep, qui me correspondent à moi, etc. Sans vraiment trouver de signature vocale ou d'identité à ce moment-là, jusqu'à ce que vienne un titre qui s'appelle 11 septembre, Récit du 11e jour. Je touche une prod, et là, je me mets à avoir un truc criard. Ouais. Tu vois, je recrache le drame du monde qui nous entoure, un truc criard, guttural. Et c'est venu naturellement quand t'as entendu la prod de ce morceau, en fait. Naturellement. Ok. Et j'avais l'impression de ne plus rapper comme les autres rappeurs. Ouais. Tu devenais toi-même. Je devenais moi-même. Ouais. J'arrive en studio, je maquette ça. Salsa, il me dit stop, c'est ça. Tu me fais 400 morceaux comme ça. Ok. Il me dit stop, ça y est, voilà, c'est ça. Ok. Mon équipe n'était pas tous d'accord. Non, ouais, tu rappes comme Rambo, frère. Tu vois, ça rentrait tout de suite dans dans la vanne. La culture de la vanne, c'est... Voilà. Et moi, ça pouvait me faire douter, ça. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, je crois que là, je suis en Stallone, là. Ouais. Et non. Mais au Il y final... avait un gars, celui qui mentalisait tout le monde, c'était Alassane Konaté. Il m'a dit, c'est ça, et tu m'enfonces le clou, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la tête du clou. Tu l'enfonces bien profond. Ok. C'est ce que j'ai fait. J'ai terminé un album comme ça. On a sorti La Galette. Succès d'estime en mode... c'est quoi ce rap géopolitico, historico, provocateur? Moi, je te découvre vraiment là, moi, à ce moment-là. Et clairement. Ça interroge... en tout cas, ça laisse personne insensible. C'est ça. T'en as qui sont... Il est taré. C'est n'importe quoi, ça prendra jamais. Sur le papier, on parle bien d'un album qui s'appelle 11 septembre. D'un mec qui s'appelle Medine. Un rebeu. C'est tuba. Ouais, c'est clair. Sur le papier, c'est tuba. Ouais. Sauf que nous, on est aveuglés à ce moment-là. On est aveuglés par le rap qu'on fait. Ouais.
on pense qu'on a la science infuse et on tape. Mais vous, justement, vous pensez que ça va marcher à un moment? On a la tête dans le guidon, on est aveuglé. Vous êtes juste content de faire cette musique-là, c'est tout? On kiffe, on aime ça, et on n'est pas à l'époque d'Internet. C'est-à-dire que les retours sont longs. Ouais, bah, tu sais même pas s'ils aiment ou pas, les gens, tu le sais pas encore. On le sait pas. Ouais. On sait juste que nos potes de quartier, à un moment donné, ils nous applaudissent. Okay. Putain, c'est trop lourd ce que tu dis. Ah ouais, ça c'est chaud. Donc ça donne envie de continuer dans ce sens-là. On a eu la validation quand même de la street de notre coin à ce moment-là. Ok. Du coup, ça nous conforte dans le truc. Je ressors un album très rapidement. C'est genre 6-8 mois derrière. Ah ouais. Deuxième album, Djihad, le plus grand combat contre soi-même. Ça, je me suis dit, là, je fais partie des gens qui disaient, il est fou. Quand j'ai vu que t'avais ça, j'ai dit, non, il va y avoir des problèmes. J'ai eu des problèmes. Ça, oui, mais c'était prévisible. Mais quand toi, tu le fais, quand t'es avec ton équipe, vous voyez pas ce truc-là arriver? Il y a quand même une voix ou deux en mode, Bellec, hein. Ouais. Il y a un sabre sur la pochette. C'est ça. Bellec, t'as vu, on est en 2005, frère. Ouais. C'est le 11 septembre, c'est tout frais encore. Bellec sur l'iconographie, sur les images. Ouais. Le propos, on était d'accord. Ouais. On est des gens de paix, on l'a toujours été. Non, c'est clair. J'ai toujours désamorcé. Et je voyais un peu l'influence aussi du radicalisme religieux dans les quartiers. Ouais. Je le voyais, ça parlait aux oreilles des petits et ça avait une proposition forte en mode épique de la France, ça veut pas de toi, mon ref. Ouais. Raccorde-toi à une vraie tradition et venez, on se sépare. On se sépare des valeurs de la République, etc. Il y avait ce discours-là. Ouais. Moi, je le voyais et il y avait des sujets que je traitais dans cet album-là qui critiquaient ça. Okay. Au final, on a fini par me raccorder comme si que j'avais le discours de ces gars-là. Alors que je le critiquais à cette époque-là. C'est les gens, comme on dit, qui regardent que la couverture du livre et qui lisent pas le livre. Ils ont vu le titre. Exactement. Ils se sont dit, c'est marrant, voilà. Ils veulent nous faire du mal. Voilà. Et avec le sabre. Non. Voilà. Mais je sais pas si c'est à cette période-là, mais en termes de business, vous avez fait un truc que moi j'avais trouvé super fort. C'est que vous aviez monté un réseau de distribution avec Street Skills, il me semble. C'est ça. Voilà. Il y avait que Street Skills ou il y avait une troisième entité, c'était Enars qui pilotait. Le Blaze, j'ai un doute sur le Blaze, c'est Satellite Distribution. Voilà. Moi, quand vous avez fait ça, et que j'ai vu en plus que vous étiez associé avec Street Skills, qui est le label de Soprano, tout ça, machin, je dis, oh là là, des Américains, vraiment. Le turfu. Je trouvais que vous aviez vraiment compris un truc. L'indépendance, ok, ça peut être très dur, mais si les indépendants s'associent, ça va faciliter les choses. De malade. Et qui a eu l'idée? Comment c'est venu? Je crois que c'est toujours Salsa, Alassane Konaté, qui a eu une vraie vision, qui avait des bonnes relations. Un jour, il faudrait qu'il vienne parler ici. Mais vous allez qu'il nous explique des choses. D'ailleurs, je sais pas ce que je fais ici, moi. C'est lui que vous auriez dû inviter. non, t'attends. Non, vraiment. Mais depuis tout à l'heure, tu me dis des trucs, je me dis, non, je le name drop. Il a un cerveau de ouf, en vrai. Ce serait bien qu'il, grosse vision. Ok. Il prend un gars du 7-8, un mec de Paname et un mec de Marseille, et nous, on est de Normandie. Ouais. Et tac, on a des comptes ouverts chez Auchan, on a des comptes ouverts chez Carrefour, tout ça. Fort. On a un réseau chez la Fnac qu'on a déjà développé. Venez, on plug tout ça. C'est ça. Soprano, à l'époque, il nous donne une mixtape qui s'appelle Psychanalyse avant l'album. Je me souviens. Voilà. Un bijou en plus, la tête. Et il dit, c'est vous qui le distribuez. Incroyable. Et on arrive à le distribuer. Et moi, à cette époque-là, je suis plus focalisé sur l'artistique, là. Ouais. Je suis plus dans la sauce, c'est plus moi qui envoie les courriers, etc. Ouais. Je me détache. Ça y est. Je commence à avoir une économie autour de WAM. Et donc, j'ai plus le nez là-dedans. Ça me concerne plus, mais je vois le bail se faire et je vois l'empire d'In Records s'agrandir. Ça, c'est fort. Moi, un jour, je te vois sur scène. Il y a tous ces trucs. Le 11 septembre, le projet Djihad, tout ça. Et un jour, je te vois sur scène, t'es habillé en prisonnier de Guantanamo. J'ai dit, lui, il cherche des problèmes pour de vrai. Et le show était magnifique, hein. Parce que, en même temps, je me disais, putain, mais il est fou. Mais en même temps, je disais, ma recette, c'était ça. C'est magnifique. Ma recette, c'est, tu crois que je suis fou. Ouais. Mais quand tu vas au bout de la démarche, tu dis, il m'a eu. C'est ça. Moi, tu m'as eu clairement ce jour. Voilà. C'est ça ma démarche, moi.
les amener à mon message par les voix de la provoque. Ça a toujours été mon slogan depuis toujours. C'est réussi à ce niveau-là, c'est complètement réussi. Le morceau sur le boulevard Vincent Auriol, il arrive à quel moment? C'était dans quel projet ça? Il arrive pas longtemps après ça. C'était en 2007 ou 6 ou 7. Que moi, je suis nul dans les dates. Bon, en tout cas, il arrive au moment où il y a ce fameux drame. Ouais. Si tu peux nous expliquer comment t'en arrives à te dire je vais raconter ça à une période, on va pas se mentir, où dans le rap français, on fait de moins en moins ça. Quand je dis de moins en moins ça, ça veut dire traiter l'actualité, mais l'actualité assez récente en fait. Et se dire voilà, il s'est passé ça, je vais en parler et tout. Et je trouve qu'au moment où tu fais ça, ça devient de plus en plus rare. Il y a deux choses qui deviennent de plus en plus rares à ce moment-là, c'est parler d'actualité, de phénomènes dramatiques qui se passent dans le quotidien, et le storytelling. C'est vrai. C'est des trucs qui sont en train de disparaître. Et moi, c'est deux choses que j'affectionne particulièrement. C'est j'ai envie d'entendre des rappeurs qui prennent position sur des sujets à ce moment-là, et j'aime le storytelling de la tradition oxmo-puccinesque, tu vois. Voilà. C'est clair. Et je regarde un reportage chez Ardisson. Enfin, c'était pas un reportage, il y avait une invitée chez Ardisson. Et il y avait Stomy Bugsy qui était là, et qui raconte le drame du boulevard Auriol, et qui dit, vous avez vu, personne en a parlé. Ouais. Les problèmes de mal logement, les marchands de sommeil, vous avez vu, personne en a parlé. Pourquoi? Parce que les victimes, ils sont noirs. Et moi, ça me transperce. D'entendre ça, de me dire, je suis pas au courant, je me sens coupable, en fait. De dire que j'ai une indignation à géométrie variable, en fait. Et ça me transperce au point où je me dis, il faut que je rencontre des familles qui ont vécu dedans, qui ont peut-être perdu des membres. Je rencontre un mec qui s'appelle Wahabou, qui a vécu dans cet immeuble et qui a créé une association qui s'appelait Malaïka à l'époque. Je me souviens très bien. Voilà. Et il me raconte tout. Il me dit, voilà, monsieur Untel était là, etc. Il a perdu tel enfant. Ça s'est passé comme ça. L'immeuble était insalubre. On a fait des alertes plusieurs fois. Ça s'est jamais passé. Même les conditions de l'incendie, c'est très, très obscur. Je découvre le truc et ça me met à terre encore plus. Et puis moi, je suis un artiste. J'ai envie d'en parler de façon artistique. J'écris le morceau, j'utilise le procédé du storytelling. Ça touche pas mal de monde à ce moment-là. Je me souviens, Mokobé, des grandes déclarations il me serrait la main fort sans me la lâcher. Et il me disait merci d'avoir écrit ce titre-là. En plus, toi, t'es un rebeu, frère. Ça veut dire quelque chose, t'envoies un signal, en fait. C'est beau, c'est vrai. Et je dis, mais je l'ai fait parce que j'ai été sensible au truc. On est en 2007, je crois 6 ou 7, je me rappelle plus exactement. Et ça a été un morceau aussi charnière dans ma carrière. Ouais. Il a fait beaucoup de bruit, et j'en suis témoin. Il y a un autre truc que tu as fait dans cette période-là, et qui se faisait de moins en moins, encore, c'est un peu plus léger, mais c'est le fait de big up des artistes, d'autres rappeurs. Ouais. Alors, je parle pas chez Diams, elle avait un morceau où elle citait tout le rap français, je parle pas de ça. Je dis, t'en as choisi 2, 3, et t'as écrit sur eux. J'en ai choisi 5 exactement. Ok. Le morceau, c'est Lecture aléatoire. Et t'as écrit sur eux. Ouais. T'as pas juste le morceau de Diams, c'est très bien, je suis pas en train de critiquer son morceau. C'était quoi, Diams? C'était Big Up? Non, c'était mon répertoire. Mon répertoire, ouais. Ok. Mais il est très bien ce morceau, en plus, elle me cite, donc c'est très bien. Mais ça voilà, c'est le mec. Mais le truc, c'est, toi, t'as écrit sur eux, t'as dit pourquoi, et c'est une période où, moi, je viens d'une génération de rappeurs, où tous les rappeurs s'écoutaient, mais quand on leur demandait t'écoutes quoi, ils disaient non, j'écoute pas, moi j'écoute du rap américain. Ouais. C'était gênant, c'était honteux de dire que t'écoutais un autre rappeur français et tout. Et c'est pour ça, moi, quand tu fais ça, je dis voilà, il faut pas avoir peur. Tu peux me raconter un peu comment t'as fait ce morceau, pourquoi, et est-ce que tu connaissais personnellement les rappeurs dont tu parlais à ce moment-là? Je connaissais personne à ce moment-là. C'est encore plus beau. Et je le fais en fan. Ok. Je le fais en gros fan de rap et de ces artistes-là. C'est une liste non exhaustive. J'aurais pu en mettre encore autant et voire 10 fois plus. Ouais. Sauf que je me concentre sur ceux qui m'ont vraiment transpercé. Ok. Et je le fais en fan et je doute grave de le faire au début. Parce que c'est pas évident à ce moment-là. Je pose la maquette et mon gars, Salsa, toujours, Alassane, il me dit, mais ça tue sa grand-mère, frère. Tu nous parles à tous, là. On pense que tu dis. Tu dis ce qu'on pense. Et on décide de drop le titre.
sans avoir peur des répercussions que ça pourrait avoir, de gens qui nous valident pas ou des gens qui nous ignorent. Ouais. Ce qui est arrivé en vrai. Et puis je fais le clip derrière et je réussis en fait à inviter Lino, Kerry. Je crois que c'est les 2 seuls qui viennent. Et c'est la première fois que je rencontre Kerry. Ok. Donc ouais, c'était un truc de fan. C'est une fanfiction là. Ouais, c'était vraiment ça. Et je dis des trucs négatifs dedans. Je dis des trucs positifs, mais il y a des trucs qui sont négatifs. Sur la fin de Lunatic, sur la fin d'NTM aussi, de comment ça m'a perturbé. Et c'est un des morceaux que je continue à jouer en concert. Ok. Il est sorti en 2006. C'est dingue. Et c'est un des morceaux que les gens préfèrent entendre de mon répertoire. Ok. Donc j'en suis grave fier parce que c'était vraiment instinctif sur le moment, c'était pas du calcul. J'ai pas envie de me faire adouber ou reconnaître par les artistes. C'est un truc, c'est une fanfiction en fait. Kerry et Lino, comment ils le prennent? Tu me dis, tu les invites et du coup ils ont écouté le morceau et tout. Comment ils le prennent? Lino avec beaucoup de détachement comme à son habitude. Lino. C'est je serai là. Compte sur moi. Et il est arrivé avec 8 heures de retard. Lino. Voilà, on a dû payer le gardien du gymnase dans lequel on tournait pour qu'il reste genre 1 heure ou 2 de plus. Ok. Et Kerry, il est en mode... il est pudique à mort, Kerry. Il est grave pudique et donc il me montre pas qu'il valide, mais dans sa présence, c'est qu'il valide. Bien sûr, sinon il serait pas venu. Voilà. Donc avec beaucoup de pudeur. Ok. T'as sorti énormément de projets. On va pas les faire un par un, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les moments importants, les moments charnières de ta carrière. Et il y a quand même ce moment où tu dois faire le Bataclan. Ouais. Et finalement, cette date, elle est annulée. Et encore une fois, ils ont fait le lien entre toi. J'allais dire ton image, mais c'est pas ton image, c'est l'image qui se font de toi. Et le fait qu'il y ait eu ce drame au Bataclan et se sont dit, Mehdi ne peut pas jouer dans cette salle. C'est-à-dire que, en gros, et tu m'arrêtes si je me trompe, ils auraient accepté que tu joues dans n'importe quelle autre salle, mais pas le Bataclan. C'est ça? C'est ça. Et parce que t'en as qui sanctuarisent un peu le Bataclan après les événements du 13 novembre, chose que je peux comprendre. Ça a été un drame pour tout le monde. Tout le monde a été transpercé par ça. Et sauf qu'il y en a qui ont perdu des membres de leur famille à l'intérieur. Et t'as toujours aussi des gens qui ne sont ni intéressés par le sort des familles, par la mémoire de qui que ce soit, mais qui ont un agenda politique. Bien sûr. Et qui veulent manipuler la souffrance des gens pour exclure une partie de la population. Je me suis retrouvé un peu dans ce débat-là. L'idée, c'était pas d'interdire un rappeur de jouer au Bataclan. C'est surtout d'interdire un musulman de jouer au Bataclan. C'est ça. Le débat, en fait, il est pas culturel, il est pas artistique. Il est pas sur le registre des paroles, de ce que je dis ou de ce que je ne dis pas. Il est plus sur le registre de ce que je suis. On m'a renvoyé à ma condition, on m'a assigné uniquement à une condition et on a manipulé des images pour faire croire à tout le monde que j'avais pas le droit d'aller dans cet endroit. Mais moi, quand je vois tout ça, je vois tes projets le 11 septembre, Djihad, je me rappelle, il y avait tout ce concept autour de Arabian Panther, Don't Panic. Quand je vois tout ça, et comme tu l'as dit, ce truc de provoquer pour que les gens viennent t'écouter et ensuite qu'ils puissent se rendre compte que tu n'es pas ce qu'ils pensaient, est-ce que tu te dis pas que finalement, des événements comme le Bataclan, ce qui s'est passé pour toi, ça devait arriver? Est-ce que tu es étonné, en fait, quand on t'empêche? Non, grave pas étonné. En fait, j'ai un peu surestimé la capacité de distancer certaines choses. Et puis, j'avais la conviction qu'on allait m'autoriser à avoir le même satirisme, la même provocation, la même irrévérence que tous les autres artistes. Et c'est ça le vrai débat de cette question, enfin, de cette polémique. Le vrai débat, c'est à qui on accorde l'irrévérence, à qui on accorde la possibilité de provoquer. C'est ça le vrai débat, ce que ça souligne. C'est pas est-ce que j'ai le droit de jouer, est-ce que j'ai le droit de jouer exactement dans cet endroit-là. Non, c'est le regard que les gens portent sur
le rap, quand il est pratiqué par quelqu'un de racisé, issu de l'immigration et musulman. Le regard que c'est... En fait, c'est ça qu'il faut interroger. C'est clair. C'est quoi la flexibilité, la possibilité pour les rappeurs de pouvoir exprimer certaines idées sans être responsable, d'être, proche d'idées radicales, d'idées extrémistes, sans être taxé de ça, en fait. En vrai, c'est un débat important, en vrai. C'est clair. Ça parle de légitimité, ça parle du regard de l'époque, ça parle de tellement de sujets, ça répercute sur tellement de sujets que j'ai du mal à faire le tri jusqu'à aujourd'hui. Moi, personnellement, ça nourrit mon travail aujourd'hui. Cette violence symbolique que j'ai vécue, plein de gens la vivent au quotidien dans le silence, sans pouvoir l'exprimer, sans pouvoir se défendre. Je parle de, par exemple, toute la campagne sur l'islamo-gauchisme de l'année dernière, quand on disqualifiait tout de suite des journalistes, quand on disqualifiait des chercheurs, parce qu'ils auraient tenté d'expliquer des situations, et quand tu tentes d'expliquer une situation, tu l'excuses, donc t'es forcément proche d'idées radicales. Et toute cette campagne-là, en fait, ça a mis des gens dans le mal, ça empêche des gens de travailler sur des sujets, ça disqualifie des personnes entières. Plus personne n'ose. Voilà. Et moi, je suis un peu l'exemple de tout ce phénomène-là. Et c'est dramatique de disqualifier des gens sans avoir écouté leur travail, lu leur texte, écouté quelques interviews, avoir dialogué avec eux. C'est la cancel culture. Bienvenue en 2020. Clairement. Et ça, c'est fou. Et moi, je me souviens d'avoir vu, quand il y avait toute cette polémique autour du Bataclan, de ton Bataclan, je me souviens d'une personne qui disait « Ouais, mais ce qui s'est passé au Bataclan, c'est encore dans la tête de tout le monde, c'est trop tôt. » Et j'ai écouté ton dernier album, dont on va parler tout à l'heure, et dedans, dans un morceau, tu dis ils m'ont jamais reprogrammé au Bataclan. C'est ça le souci. Et donc, au fait, c'était pas une histoire de trop tôt. S'il n'y a jamais eu de Bataclan. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, Medine, tu pourrais faire un Bataclan aujourd'hui? Je pense pas, c'est encore trop tôt. Donc ça sera toujours trop tôt, en fait. Ça sera toujours trop tôt, j'ai l'impression. Parce que le problème, c'est pas la temporalité. Le problème, c'est comment on accepte l'irrévérence, le second degré, pour l'ensemble des artistes et de la culture française. Je peux comprendre qu'il y ait des symboliques et qu'il faut respecter ces symboles-là. Je peux le comprendre. Mais le Bataclan, quand moi j'écris sur le sujet avant les événements, je rends hommage à une salle de concert qui veut dire quelque chose pour la culture hip-hop. C'est vrai. Là, je ne suis pas dans l'apologie de quoi que ce soit. Je suis dans l'apologie de la culture et du hip-hop et de ce que cette salle représente pour le rap, de ce qu'elle représente pour moi. Donc, je déclare ma flamme à cette salle. Et du coup, ce qui est le plus paradoxal, c'est que j'ai été exclu d'une salle qui, pour moi, a un autre sens et que je ne voulais pas assigner éternellement à ce sens-là. Je vois. Moi, un jour, j'ai une personne que je ne citerai pas parce que je balance pas mes sources, mais j'ai une personne qui me dit « Driver, je sors de la fin du mix d'un album mythique. » Je dis « C'est quoi ?» Il vient de partir en mastering, l'album. Je dis « C'est quoi ?» Il dit « C'est un album de Kerry James, Medine et Youssoupha. Ensemble. » Qui dit ça? Quelqu'un. Et là, je me dis « Mais attends, t'es sérieux ?» Mix. Ils ont fait un album à 3. Il est mixé. Et il va partir en mastering. On m'a dit ça il y a très longtemps. Mais c'est faux, ça. Je n'ai jamais vu cet album. Tu peux me parler de ce projet? Il a vraiment existé, il a été fait, il a été mixé, il est ou pas masterisé? C'est un gros mytho, ton pote. Alors, est-ce que ça a existé? Ça n'a pas existé. Il n'y a pas d'enregistrement de cet album? Si, il y a des enregistrements. Ok. Il y a des enregistrements qu'on peut retrouver sur différents de nos albums après, en featuring. Moi, j'ai un morceau qui s'appelle Pas la même vie dans l'album Storyteller, je crois, qui faisait partie de ces enregistrements-là, qui n'ont jamais vu le jour. Mais oui, il y a eu une tentative de réunion. À l'été 2017. C'était bien l'été, oui. Ouais. C'était l'été 2017. On a fait genre 2-3 semaines de studio ensemble, enregistré des titres.
qui ont fini par se retrouver chacun sur nos projets respectifs, Ouais. mais jamais jamais compilé dans un album. Ok. Et c'est pas un truc que vous allez faire, ça arrivera jamais? Jamais, je peux pas le dire, mais c'est pas un truc qu'on a l'intention de faire tout de Ok. suite, là. C'est pas sur le feu, là. Non. Ok. Bon. J'ai tenté, hein. Si tu m'entends, ma source. apparemment, Ouais. tu m'as un peu menti. Ouais, obscure cette source. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du Grand Paris. Il y en a eu 2, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Moi, quand le premier arrive, comme beaucoup de gens, je me dis, mais Medine n'est pas de Paris. Ouais. Ce Paris est très, très grand s'il va jusqu'au Havre et tout. Explique-moi un peu la genèse de ce morceau et comment, pourquoi. Déjà, Grand Paris, c'est pas Paris. Mhm. Déjà. Donc, ta réflexion est à moitié vraie. Mhm. Quand je découvre, moi, le concept de Grand Paris par Internet, par les médias, je commence à creuser le truc parce que le mot sonne bien, j'aime bien la mélodie du bail et je me dis, c'est un bon concept. Mhm. Je regarde et je me rends compte que le Grand Paris pensé politiquement en termes de transport, de commerce et d'économie se prolonge jusqu'au Havre. Ah, Le port de Grand Paris, c'est le Havre. mais tu me l'apprends. Et c'est comme ça que je me raccorde au bail, en fait. Ok. Et je me dis, mais ok, ça m'intéresse. Le Grand Paris culturel, ça peut être stylé de faire un espèce de pussycut où tu ramènes v'là les rappeurs franciliens et la banlieue. Et pourquoi pas 2-3 mecs de province qui gravitent autour et qui forment une espèce de ville-monde, une mégalopole, je sais pas, comme Gotham City, tu vois, un délire comme ça. J'étais dans mon film comme ça et j'initie le truc naturellement, je touche une grosse prod, je contacte 2-3 mecs qui semblent chauds. Je sais pas pourquoi j'arrive à réunir des planètes, je mets v'là les rappeurs en 48 heures dans un studio. Ah ouais. État de grâce total. Et c'est très très dur dans le rap français C'est de très réunir dur. autant de rappeurs en si peu de temps. C'est très dur, c'est état de grâce. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai très peu de souvenirs de cette séance de studio. Il y a Ça qu'on a devait été se faire. frappé par la grâce à ce moment-là. C'est que ça devait se faire. Voilà. En tout cas, énorme. Les 2 morceaux sont très très chauds. Et j'aimerais qu'on parle aussi de ton changement de son. Tu t'adaptes au son actuel et tout. Et ton changement de stylisme aussi. Tout ça, ça arrive à peu près à la même période, si je ne me trompe pas. Quand tu as un public, parce que tu t'es fait un public, je l'ai vu, tu faisais beaucoup de concerts, et les gens remplissaient les salles. Quand tu as un public et que tu l'as habitué à un certain look, à un certain son, et qu'ils adhèrent, ils te suivent pour ça, t'as pas peur, en cassant les codes comme tu les as cassés, de perdre ces gens-là? J'ai perdu plein de gens en cours de route. Ah ben, voilà. J'ai perdu grave des gens qui m'ont aimé et ont fini par me détester. Ah ouais, à ce point. Me le faire savoir. Comme il y avait des gens qui me détestaient, qui ont fini par m'aimer. Donc t'as gagné de nouvelles personnes aussi. C'est ça. Et mon mantra, c'est la sincérité. Au risque de perdre une partie du public. Ouais. Si t'es chez WAM, c'est pour la sincérité et la volonté de bien écrire. Ok. C'est ça. Si tu viens chercher un style en particulier, une posture, une esthétique, tu t'es trompé de maison. Voilà. Chez moi, tu viens chercher de la sincérité et de l'esprit dans l'écriture, du bon mot, de la qualité, la volonté de bien écrire en tout cas. Ouais. Et c'est le dénominateur commun. Certains se fâchent parce qu'ils sont déroutés par l'esthétique que je peux mettre en place. D'autres sont fâchés parce que je fais plus de la boom bap et que je suis passé à la trappe. Le temps long me donne toujours raison. C'est des gens que je finis par récupérer 2 albums plus tard. Ah, ils reviennent. Ils reviennent. Et ils reviennent et ils me disent pardon d'avoir quitté le navire. Et moi, je leur dis bienvenue. C'est beau ça. Bienvenue à bord. C'est beau. Vous êtes de retour. Un artiste doit faire sa proposition et je voulais pas faire du fan service parce que sinon je vous aurais menti. Je ne voulais pas rester dans une posture parce que sinon je vous aurais menti. Ok. C'est ça mon discours depuis le début. Donc ça veut dire que toi, à ce moment-là, quand tu t'apprêtes à changer ton son, t'écoutes de plus en plus de trap chez toi. Dans tes oreilles, il y a de la trap. Totalement. C'est ça. Ouais. Donc du coup, tu veux faire ce que t'aimes. En tout cas, je suis sensible à ce courant-là. Voilà. Et puis je me dis aussi,
Et soit je m'adapte ou je disparais. C'est vrai aussi. J'ai pas envie de faire du fan service et Ouais. faire des morceaux ennuyants Ouais. où je vais m'ennuyer. Je suis en train de voir les autres qui font un nouveau truc qui est synthétique, qui est grave Kaira, des infrabasses de fou. Je kiffe grave, mais je m'empêche de trop kiffer pour pouvoir continuer en fait à assouvir les besoins d'une base fan qui est là et qui reconnaît ce que je fais et qui me salue. J'essaie d'être honnête avec moi-même. Si je suis attiré par le courant, je vais y aller, quand bien même ça me fait perdre du public. Ok. Il y a un autre truc aussi, c'est tes réseaux sociaux et ta famille. Tout d'un coup, on vous voit. Moi, c'est pas ce que je pense que je vais te dire là, mais c'est ce qu'une partie du public pense. Medine, pour les gens, c'est un mec, il est assis en tailleur, il a un livre et il est dans une pièce noire. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, toute la journée. Et là, tout d'un coup, on te voit que ta famille est en train de sourire et de t'amuser et de vivre tout simplement. Et ça arrive à choquer des gens. Cette catégorie de personnes qui t'imaginent assis en tailleur avec ton livre dans le noir. Tu vois ce que je veux dire? Toi, à quel moment tu te dis, je suis avec ma famille, je me filme, je poste et on se met en scène des tranches de vie et je m'amuse et voilà. À quel moment tu te dis que tu peux faire ça? Et pareil, est-ce que tu te dis que ça peut être mal pris par une partie de ton public? Je le fais sur un accident. Je m'ennuie à une sortie familiale. Okay. Je filme une scène de vie et ça part en Pascal le grand frère. Tout le monde se moque de l'aîné de la famille qui boude dans les couloirs de chez Auchan. Okay. Je filme ça, je le poste sans avoir l'intention de montrer quoi que ce soit ou de préserver quoi que ce soit. Et je vois que ça fait marrer tout le monde. Et quand tu as une bonne blague et quand tu sais bien la raconter, bah, tu la racontes souvent en fait. Ouais. Moi, je sais que j'ai une blague, je la raconte à mes cousins, à mes cousines, à mes potes, à mes trucs. Le running gag s'installe. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les stories. J'ai installé un running gag quotidien qui transmettait quelque chose de positif. J'avais pas l'impression d'être dans une posture moralisatrice. Ouais. C'était une façon de moins se prendre au sérieux sur plein de sujets. Ok. Et c'était une soupape aussi. Pour moi, de dire, mon quotidien, il est fait de 90% d'humour, d'amour. Les gens ne l'imaginent pas. Quand ils écoutent ta musique, ils n'imaginent pas ça. Et donc, je comprends que ça crée de la dissonance dans le public. Et je me dis, mais en fait, le sens de mon combat, c'est quoi? De mes engagements, c'est quoi? C'est de casser les postures. Les postures moralisatrices, les postures d'hommes politiques hypocrites. C'est de casser les postures. Et moi, je vais entretenir une posture. Ce serait contradictoire, en fait. C'est vrai. Donc, je me mets à casser ma propre posture. Je me mets à me re-questionner mon propre... l'Arabian Panther. Ok. Qui fait de la piñata dans son jardin avec ses filles, avec ses enfants. C'est beau. Mais ça n'empêche que tu as le droit d'avoir des engagements et d'avoir des positions fermes sur des sujets. C'est ça que je voulais aussi casser en laissant perdurer le truc. Au début, c'était un accident. En laissant perdurer le truc, c'est que ça m'a empêché de m'enfermer dans des postures qui étaient trop sérieuses, trop grandes pour moi et qui ne me correspondaient pas, en fait. J'ai simplement élargi l'objectif. J'ai arrêté de le focaliser sur le mec en tailleur qui lit des bouquins dans la pénombre. Ouais. Chose que je peux être à quelques fois. Et j'ai ouvert l'objectif pour qu'on voit aussi les moments où c'est plus détente, où on relativise, où ça se prend moins au sérieux. J'ai juste ouvert le focal. Ok. On va parler un peu de ton nouvel album qui s'appelle Made in France. Et l'album, déjà le nom de l'album est incroyable et la pochette aussi. Made in France, carte d'identité. C'est quoi le message en fait que tu veux envoyer? Le message, c'est je suis français comme j'ai envie de l'être. Ok. Pas comme on me demande de l'être. Ok. Les papiers d'identité, pourquoi? Parce que c'est un truc qui a été inventé par des keufs et un préfet pour contrôler la population et de savoir combien on était, qui on était. Et ça me va pas, en fait. Ok. Je le re-questionne. Je re-questionne la façon dont on nous propose d'être français, derrière des symboles et derrière des outils de contrôle. Ok. Et à un moment, tu parles de la Marseillaise.
Et tu dis que tu sais toujours pas la chanter. Moi, j'ai une question. Et en même temps, c'est un truc pour me rassurer, moi. Tu l'as déjà apprise à l'école, la Marseillaise? Non. Moi non plus. Non. Donc c'est un peu bizarre, cette histoire. Il faudrait que tout le monde chante la Marseillaise, mais on l'apprend pas à l'école. Ouais. Personnellement, j'ai jamais appris à l'école. Non. Et tu me dis que toi non plus, donc c'est pas dans le programme, c'est un peu bizarre. Mais du coup, on devrait la connaître sans l'apprendre. C'est d'où ma question. Ouais. C'est un peu bizarre. Mais bon. C'est ce que je questionne aussi parfois dans cet album, c'est quoi le sens des symboles et est-ce que on a le droit de se sentir français en dehors de ces symboles-là? Et moi, j'ai trouvé ma voix qui est teintée de culture, de francophonie, de langue française, qui a une tradition aussi large que Georges Brassens et PNL. Ouais. C'est comme ça que je me sens vibrer français, c'est comme ça que je me ressens français à travers la langue française. C'est la France, c'est la France. J'ai retenu quelques phrases dans ton album qui m'ont un peu percuté. À chaque fois que je prends position, je perds des proches. Ouais, revient souvent cette phrase. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui n'étaient pas d'accord avec certains propos que tu as pu dire dans ta musique ou dans des interviews et qui ont arrêté de te voir. Ouais, des gens dans le privé, hein. Ouais. Des gens dans mon cercle privé qui m'ont fait savoir que ils étaient pas d'accord avec moi. Souvent dans le dialogue, très peu de fois dans la confrontation, même si c'est déjà arrivé. Oui, c'est clivant en fait, les sujets que j'évoque, la politique, la religion, c'est des sujets clivants, donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas à l'aise avec ça. Ok. Il y a une autre phrase, c'est « J'assume 95 kilos de contradiction ». C'est le 95 kilos ou c'est le contradiction qui te dérange? 95 kilos, c'est quand j'avais 16 ans. Donc ça peut pas me choquer. Je suis un petit joueur, c'est ça. C'est rien, ça. Ça peut pas me choquer. Mais non, c'est vraiment t'assumes le fait d'avoir des contradictions. Alors, on est tous des êtres humains, on en a tous, mais est-ce que tu te rends compte que, de par le rap que t'as choisi de faire, les gens, ils attendent que tu respectes tout ce que tu as dit, chaque virgule et tout, et que si un jour tu sors de ces trucs-là, on t'en veut. Mais je l'accepte pas, ça. C'est la posture, la morale, ça ne m'intéresse pas. Je veux justement casser ça. Okay. Je veux normaliser la figure du rappeur. Je passe mon temps à normaliser la figure du musulman. Ouais. Aussi. On est des personnes normales, en fait. Tout simplement. Arrêtez d'extrapoler, d'hyperboler les choses, de les idéaliser. Je passe mon temps à normaliser tout ça. Arrêtons de nous prendre trop au sérieux, et ça passe aussi par le regard du public qui porte sur des personnes qui pensent idéal sur plein de... Non, je passe mon temps à casser ça, je l'accepte pas, ça, moi. Et sur le morceau Grenier à Seum, que j'ai beaucoup apprécié, il y a un moment, tu parles d'une histoire de photo et de outfit, la photo qui est jamais sortie. Ouais. C'est le seul moment que j'ai pas compris. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Je parle d'une signature en maison de disques. Ouais. Comme ça se passe traditionnellement, où tout le monde vient, il y a des petits fours, il y a des boissons, et c'est festif. Et on prend une photo, et traditionnellement, tous les pages officielles des maisons de disques postent cette photo en disant « Bienvenue à Médine, on va faire du lourd cette année ». Et ils préviennent leur base, ils préviennent leurs partenaires professionnels pour que tout le monde soit au courant que je sois tamponné dans ce label-là. Voilà. Et moi, c'est jamais arrivé. Enfin, c'est jamais arrivé dans ce label. Ok. La photo n'est jamais sortie. La photo n'est jamais sortie. Et tu penses savoir pourquoi? Je pensais savoir pourquoi. J'ai su, après avoir écrit le morceau, de quoi il s'agissait. Okay. Mais le morceau était déjà bouclé, en fait. Okay. Et c'est un truc tout pété. Ok. Mais ça m'a quand même interrogé pendant 3 années où j'étais dans ce label. Ouais. Ça m'a questionné pendant longtemps. Et ça fait partie des choses que je mets dans mon grenier à Seum, parce que c'est de la merde, en fait, au final. C'est pas grand chose. J'ai pas vécu un drame sentimental. Mais ça fait partie des choses où je les mets dans mon grenier à Seum, et je les laisse là, et ça peut soit me donner de l'inspiration, soit me rendre un peu plus mauvais, soit me rendre meilleur, parce que ça me booste de dire « Ah, je vais vous prouver, vous allez voir, vous avez pas voulu poster la photo, bande de chiens, vous allez regretter. » C'est ça.
Voilà. Je suis driver. Je traîne dans les couloirs de ce game. Et des fois, j'apprends des choses. On m'a dit, tu es là pour me confirmer si c'est vrai ou me dire non, c'est faux. On m'a dit que tu avais rencontré le fils du commandant Massoud et qui t'avait offert son chapeau. Le chapeau de son père. J'ai rencontré le neveu du commandant Massoud en Suisse qui tenait le chapeau de son oncle par son cousin qui est le fils du commandant Massoud. Voilà. Et c'était en Suisse à la suite d'un concert. Il vient me voir, il me dit, t'as écrit le morceau du Panchir à Harlem. La communauté afghane est fière de toi, d'avoir fait connaître la figure du commandant Massoud à plus grande échelle. On a un cadeau pour toi, on aimerait te donner un pacol qui a appartenu à Ahmed Shah Massoud. Et on sait que t'as appelé ton fils comme le commandant. Mon fils aîné s'appelle Massoud, c'est une figure importante pour moi. Frère, j'ai reçu le pacol c'est incroyable. En fan absolu, frère. Imagine, on te donne les lunettes de Malcolm X, mon gars. Ouais. Ah non, c'est fou. Imagine, on te donne le bandana de Tupac. C'est fou. Bon, il y a resserrement à redire entre Tupac et Malcolm X et Massoud. Mais moi, c'est des symboles. C'est des symboles. Chacun dans leur style. Voilà. C'est fou. Et ça, en fait, t'étais en concert en Suisse. Et ils sont venus trouver, en fait, le neveu t'a trouvé. Ouais, il m'a trouvé, mais en mode bail discret. Grave discret, parce que même il osait même pas me dire où actuellement se trouve le fils de Massoud, parce qu'il est à la tête de la rébellion qui est en train de se mener contre les talibans qui ont repris le pouvoir. Bien sûr. Et donc lui, il se cache parce que j'imagine que on veut l'assassiner pour tuer un symbole. Bien sûr. En tout cas, l'histoire est belle. Je sais aussi que t'es beaucoup dans le sport, t'as une famille de sportifs. On m'a dit que t'avais un frère qui était dans la boxe. C'est mon père. Ok. Mon frère est entraîneur de boxe. Voilà. Et mon père a été boxeur pro pendant longtemps. Et il est entraîneur d'un club sportif, d'un club de boxe anglaise qui s'appelle la Don't Panic Team. Et ça vient de ton morceau? Ouais. Moi, je suis le président de l'association, je m'occupe un peu de la paperasse. Mais t'aimes bien la paperasse, toi, depuis le début. Bah, je t'ai dit, on est des carrés. On est des carrés. C'est beau, c'est beau. Je suis un grand fan de boxe, donc c'est pour ça. J'ai mis mes papiers d'identité sur mon prochain album. Ouais, j'avoue. J'aime la paperasse. Non, ça, c'est incroyable. Non, très bien, très, très bien. On approche de la fin de cet entretien. Et ici, on ne laisse jamais nos invités partir sans un cadeau. Donc, j'en ai plusieurs. Ah ouais. On va commencer par celui-ci. Et le but, c'est que tu l'ouvres et que tu expliques aux auditeurs ce que c'est. C'est ton livre. Non, tu l'as déjà, on m'a dit. Ouais, je l'ai reçu hier. Voilà. Alors, oula, c'est celui qui fait les paquets, frère. Il veut pas qu'on ouvre le contenu. En tout cas, ça a l'air d'être un livre. Les Sopranos. Il y en a deux, il y a 2 livres. Ah, il y a 2 livres. Ah, The Wire. Les 2. Ouais. HBO Team. Voilà. T'aimes beaucoup les séries? De malade. Et HBO, c'est comme un tampon de qualité. C'est 2 séries qui sont dans mon top 10. Ok. Et donc, merci beaucoup de ce cadeau. En plus, je vois que c'est par l'équipe de SoFilm, SoPress, tout ça là. Ouais. C'est grosse équipe. J'aime beaucoup comment ils écrivent. J'achète souvent Society, moi. J'aime beaucoup le ton d'écriture. Et je suis sûr que franchement, très sincèrement, ça fait longtemps qu'un cadeau m'a touché autant parce que c'est vraiment des trucs que je vais lire avec attention et je vais me délecter. C'est parfait. Merci. Et le deuxième cadeau, pareil, ça sent tu dois l'ouvrir. J'espère que c'est de la bouffe. Je commence à avoir faim. Mais qui vous a soufflé que je kiffais ça déjà? Disons, et on a des agents secrets ici. Ah, on est dans les séries encore. Stranger Things. Voilà, c'est un jeu. Ah, yes. Tu peux jouer en famille. Identité secrète. Putain, mais ça parle d'identité française encore. Il va falloir trouver son identité. Es-tu vraiment français? T'imagines ça sur la carte. Et vous y avez déjà joué? Non, bah, pas du tout. Mais bon, vu que la série est plutôt bien foutue, je pense que le jeu sera aussi. Ouais. Bah, merci beaucoup pour tous ces cadeaux. De rien, c'est moi qui te remercie d'être passé ici. Merci d'avoir partagé avec nous une partie de ton parcours.
Et on rappelle que tu as un album qui vient de fraîchement sortir au moment où on enregistre ce projet. Et l'album s'appelle Made in France. Made in, ton prénom. C'est ça. Pas en anglais. Ouais. Merci à toi, Made in. Avec plaisir. Merci, Driver. Featuring est un podcast original Angle. Présenté par Driver. Produit et réalisé par François Cusset. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Générique original, Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.